J'ai appelé ma mère en pleurant, elle a dit, tu es un fardeau. Le mariage de ton frère est plus important. J'ai donc combattu la maladie seule. 2 ans plus tard, j'ai vaincu le cancer. La semaine dernière, ma mère m'a appelé en pleurant, nous avons besoin de toi tout de suite. Ma réponse n'était que de 4 mots. Je m'appelle Fiona Bennett. J'ai 30 ans. Et la semaine dernière, mon père m'a appelé en pleurant. C'était la première fois de toute ma vie que je l'entendais pleurer. Il y a 2 ans, c'était moi qui pleurais au téléphone. On venait de me diagnostiquer un cancer de stade 3. Et mon père a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. 6 mois de chimiothérapie, 36 visites à l'hôpital, et pas une seule avec ma famille à mes côtés. Ils étaient trop occupés à planifier le mariage de mon jeune frère. Maintenant, il a besoin de moi. Et ma réponse, ce furent exactement 4 mots. À l'époque, j'étais graphiste senior dans une agence de création à Seattle. Vous savez le genre d'endroit. Plafonds ouverts, sol en béton, machine à café trop chère, et beaucoup trop de plantes essayant de lui donner une impression organique. J'adorais ça. J'étais bonne dans ce que je faisais. J'étais passé de stagiaire non rémunéré à designer senior en un peu moins de 5 ans. Pas de raccourci, pas de relation, pas d'aide. Tout ce que j'avais, je l'avais construit moi-même. Je vivais dans un petit appartement d'une chambre à Capitol Hill. Rien de chic, mais c'était le mien. Il y avait un grand monstre vert près de la fenêtre que j'avais réussi à garder en vie pendant 3 ans d'affilée, ce qui honnêtement me semblait une plus grande réussite que ma promotion. Ma vie était simple, structurée, prévisible. Café à 6h30, sport 3 fois par semaine, dîner tous les jeudis avec ma meilleure amie, Leia. Ce mercredi-là a commencé comme n'importe quel autre. J'étais plongé dans une campagne pour un client start-up tech. Délai serré, révision interminable. Mon ordinateur portable bourdonnait toutes les quelques secondes avec des notifications. J'étais complètement concentré. Puis mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ignorer. J'aurais vraiment dû, mais quelque chose, je ne sais pas quoi, m'a poussé à répondre. Mademoiselle Bennett, c'est le cabinet du docteur Collins. Nous avons vos résultats de biopsie. Je me souviens de tout à propos de ce moment. Le goût de mon café froid parce que je ne l'avais pas touché depuis plus d'1 heure. La façon dont la lumière de l'après-midi se reflétait sur le mur de verre de la salle de réunion, et cette étrange sensation de vide dans ma poitrine. Les résultats de biopsie ne devraient pas sonner comme ça. Les résultats sont là, a continué l'infirmière, le docteur Collins aimerait vous voir demain matin. Pouvez-vous venir à 8 heures? Mon café est resté là, intact, pour le reste de la journée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu goûter mon dîner. Je n'arrivais pas à me concentrer. Je n'arrêtais pas de penser la même chose encore et encore. On ne vous appelle pas pour de bonnes nouvelles. Le lendemain matin, le docteur Collins n'a pas perdu de temps. Cancer du sein de stade 3, a-t-elle dit. Sa voix était calme, professionnelle, presque douce. La tumeur est agressive. Nous devons commencer le traitement immédiatement. Je me souviens d'être assise là, la fixant, mais ça ne semblait pas réel, comme si j'étais sorti de mon propre corps, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer. Une femme d'une vingtaine d'années, portant encore son blazer de travail, entendant des mots qui n'appartenaient pas à son histoire. Fiona. J'ai cligné des yeux. Pardon. Oui, je suis là. Avez-vous quelqu'un qui peut vous ramener chez vous? J'ai pensé à appeler Leia, mais il n'était même pas 9 heures. Elle était à l'hôpital, à mi-chemin de son quart de travail. Mes collègues, nous n'étions pas si proches. Et puis, sans même réfléchir, j'ai prononcé les mots qui allaient tout changer. J'appellerai mon père. Mais avant que vous ne compreniez ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre quelque chose sur ma famille. Mon père, Daniel Bennett, était le genre d'homme qui croyait que sa parole était finale. Pas bruyant, pas explosif, mais absolu. Le genre d'autorité tranquille qui faisait que tout le monde se pliait sans même s'en rendre compte. En grandissant, nous ne nous disputions pas avec lui. Nous ne le défions pas. Nous nous adaptions. C'était la règle dans notre maison. Et même après des années à avoir l'impression de passer en second, je me suis tourné vers lui à ce moment-là. Parce que quand tout s'effondre, on appelle son père.
Du moins, c'est ce que je croyais. Je suis sorti du cabinet d'oncologie, mes jambes à peine stables sous moi, et j'ai trouvé un banc vide dans le couloir. L'hôpital semblait trop lumineux, trop propre, trop normal pour ce qui venait de se passer. Mes mains tremblaient si fort qu'il m'a fallu 3 tentatives pour déverrouiller mon téléphone et taper son nom. Il a sonné 2 fois. Fiona, qu'y a-t-il? Je suis un peu occupé en ce moment. Sa voix était calme, légèrement impatiente. J'ai dégluti difficilement, essayant de me calmer. Mais avant que je ne puisse parler, quelque chose en moi a hésité. Peut-être devrais-je d'abord expliquer ma famille. Mon jeune frère, Ethan, a 2 ans de moins que moi. Mais si vous voyez comment mes parents nous traitaient, vous penseriez qu'il était le centre de l'univers, et que j'étais juste un bruit de fond. Ethan a tout eu. École privée, sans poser de questions. Une voiture neuve à 18 ans, des frais de scolarité entièrement payés dans une université de renom, non pas parce qu'il l'avait mérité, mais parce que mon père avait simplement décidé que cela en valait la peine. Moi, on m'avait dit que dépenser trop pour l'éducation d'une fille n'avait pas de sens. J'ai obtenu mon diplôme avec près de 90 000 $ de prêts étudiants d'un collège public. Quand Ethan a décroché son premier emploi, mes parents ont organisé un dîner avec la famille élargie pour le célébrer. Quand j'ai été promu designer senior après des années de travail acharné, ma mère m'a envoyé un seul message, un emoji pouce levé. Ethan venait de se fiancer à Olivia. Elle était assez gentille, polie, parfaitement stylée, travaillait dans les RH d'entreprise, le genre de personne que mes parents adoraient parce qu'elle correspondait parfaitement à l'image qui leur importait. Leur mariage était prévu pour octobre, dans 4 mois, et il avait complètement absorbé ma famille. Chaque appel téléphonique, chaque dîner, chaque conversation tournait autour de ce mariage. Ma mère avait un tableau de planification rempli de centaines d'idées sauvegardées. Mon père était obsédé par les lieux, la restauration, les listes d'invités. C'était comme si rien d'autre au monde n'existait. « Papa », ai-je finalement dit au téléphone, ma voix craquant malgré mes efforts pour rester composé. « Je viens de rentrer de chez le médecin. » Silence. « J'ai un cancer », ai-je dit, forçant les mots à sortir avant de perdre mon courage. Stade 3. J'ai attendu. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout, quelque part en arrière-plan. La voix de ma mère a flotté, lui demandant quelque chose. « Papa, tu m'entends ?» Plus de silence. Puis finalement, il a parlé. « Nous devrons en parler une autre fois. » Les mots m'ont frappé, mais quelque chose dans sa façon de le dire semblait faux. À cette époque, j'ai commencé à prendre des captures d'écran de tout. Au début, je me disais que c'était juste pour garder une trace des détails. Le « cerveau chimio » était réel. Les gens disaient qu'on oubliait des choses. Mais au fond, peut-être savais-je déjà que j'aurais un jour besoin de preuves. « Papa », ai-je répété, plus lentement cette fois, comme si la clarté pouvait changer sa réponse. « J'ai un cancer. Le médecin dit que c'est de stade 3. Je dois commencer la chimiothérapie tout de suite. J'ai vraiment peur. » Ma voix s'est brisée complètement. Des larmes ont brouillé ma vue alors qu'elles coulaient sur mon visage. Je me suis tourné vers le mur, pressant le téléphone plus fort contre mon oreille, attendant qu'il dise les mots dont j'avais besoin. « Rentre à la maison. Nous allons gérer ça ensemble. Tu n'es pas seul. » Au lieu de cela, rien. 5 secondes. 10. Puis sa voix est revenue. Plus froide maintenant. « Fiona, écoute. Ta mère et moi, nous ne pouvons pas gérer ça en ce moment. J'ai arrêté de respirer. Le mariage de ton frère est dans 4 mois. Il y a beaucoup de choses en cours. Nous ne pouvons pas nous en occuper pour le moment. » J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais il a continué. « Tu as toujours été forte, indépendante. Tu vas t'en sortir. » Ce ton, celui qui signifiait que la conversation était terminée. « Je dois y aller », a-t-il ajouté. Ethan et Olivia arrivent. Nous devons finaliser la compte du lieu. Et puis la ligne a coupé. Je n'ai pas bougé. Je suis juste resté assis sur ce banc pendant ce qui m'a semblé une éternité. Des gens passaient devant moi. Des médecins, des infirmières, des familles se tenant la main, chuchotant, se réconfortant. Personne ne s'est arrêté. Personne n'a remarqué.
J'étais juste une autre personne assise dans un couloir d'hôpital. Ayant le genre de journée qui divise votre vie en avant et après. J'ai voulu le rappeler. J'ai voulu crier. Votre fille est peut-être en train de mourir. Un mariage dure un jour. Le cancer, c'est chaque jour après cela. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste regardé mon téléphone, ouvert le journal des appels, et pris une capture d'écran. 8h47. Durée 2 minutes 31 secondes. Puis j'ai créé un dossier et je l'ai nommé d'un seul mot, famille. Ce fut la dernière fois que j'ai appelé mon père pendant 2 ans. Le premier jour de la chimiothérapie, je me suis conduite à l'hôpital. Le centre de perfusion était au 4e étage. Une grande pièce calme remplie de fauteuils inclinables disposés en un demi-cercle lâche. Chacun avait un support de perfusion à côté et un petit écran monté sur un bras réglable. Cela ressemblait à un endroit qui s'efforçait de paraître réconfortant sans réellement comprendre ce que le confort signifiait. Je me suis enregistré, j'ai signé les papiers et j'ai été assigné à la chaise numéro 7. L'infirmière qui est venue s'est présentée comme Marlène. Elle avait de doux yeux gris et des lunettes de lecture suspendues à une fine chaîne autour de son cou. Sa voix était douce d'une manière qui vous faisait sentir qu'elle avait fait cela 1000 fois. Première fois, a-t-elle demandé en préparant la perfusion. J'ai hoché la tête. C'est normal d'être nerveuse, ma chérie, a-t-elle dit doucement. La plupart des gens viennent t'accompagner. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce. Elle avait raison. Sur la chaise 3, un homme était assis près de sa femme, lui tenant la main tout le temps, lui chuchotant des choses qui la faisaient sourire même si les médicaments coulaient dans ses veines. Sur la chaise 5, un adolescent était adossé, les yeux fermés, tandis que sa mère lui lisait doucement un roman de poche. Sur la chaise 9, un vieil homme buvait à une thermos tandis que sa fille ajustait sa couverture avec un soin habituel. Et sur la chaise 7, il n'y avait que moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à ma mère. Je commence la chimio aujourd'hui. J'ai peur. J'ai fixé l'écran pendant un moment après l'avoir envoyé, regardant l'indicateur de saisie qui n'est jamais venu. 6 heures plus tard, j'étais de retour à la maison, recroquevillé sur le sol froid de ma salle de bain, tremblante de nausées auxquelles je n'avais pas été préparé, quand sa réponse est finalement arrivée. Tiens bon, ma puce. Je suis chez le fleuriste avec Olivia pour choisir les centres de table. Tu penses que les lys ou les roses sont plus jolis? J'ai lu le message une fois, puis encore. Puis j'ai pris une capture d'écran et l'ai ajoutée au dossier. Après cela, j'ai répondu, les roses sont jolies. Je ne lui ai pas dit que j'avais passé la dernière heure à vomir à vide jusqu'à ce que ma gorge brûle. Je ne lui ai pas dit que j'avais dû m'arrêter 2 fois en rentrant chez moi parce que ma vision ne cessait de se brouiller. Je ne lui ai rien dit de réel. Cela ne semblait pas avoir de sens. J'ai rencontré Leia Carter lors de ma 3e séance de chimiothérapie. C'était une infirmière praticienne qui dirigeait l'un des programmes de soutien de l'hôpital pour les patients atteints de cancer. Le genre de programme que l'on ignore habituellement parce qu'on ne pense pas qu'il nous concerne. J'avais vu les dépliants pendant des semaines et je les avais dépassés à chaque fois, jusqu'à ce qu'elles viennent vers moi. Vous êtes toujours seul ici, a-t-elle dit, s'asseyant sur la chaise vide à côté de la mienne comme si elle y avait tout le droit. Ses cheveux foncés étaient attachés en un simple nœud. Et elle avait cette façon calme et directe de vous regarder qui rendait difficile de se cacher derrière des réponses polies. Je vais bien, ai-je dit automatiquement. Elle a souri. Mais ce n'était pas le genre de sourire que les gens donnent quand ils essaient d'être gentils. Je n'ai pas demandé si vous alliez bien, a-t-elle dit. J'ai demandé pourquoi vous étiez toujours seul. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste de l'honnêteté. J'aurais dû l'ignorer. J'aurais dû lui donner une réponse vague et passer à autre chose. C'est ce que je faisais habituellement quand les conversations devenaient trop proches de quelque chose de réel. Mais j'en étais à ma 3e séance de chimio. Mes cheveux commençaient à s'éclaircir, et je n'avais pas eu de vraie conversation avec qui que ce soit depuis des semaines. Ma famille est occupée, ai-je dit. Puis après une pause, j'ai ajouté. Mon frère se marie. Quelque chose a vacillé dans son expression. Pas de surprise, pas de pitié, quelque chose de plus vif, comme si elle comprenait plus que ce que j'avais réellement dit. C'est quand le mariage, a-t-elle demandé. Octobre. Et quand terminez-vous votre traitement? Novembre. Elle a hoché la tête lentement comme si elle assemblait des pièces dans sa tête.
Vous savez, a-t-elle dit après un instant, l'hôpital tient des registres de visiteurs. J'ai froncé légèrement les sourcils, ne sachant pas où elle voulait en venir. Pour chaque patient, a-t-elle continué, chaque visite, qui est venu les voir et quand? C'est principalement pour des raisons de sécurité, mais certaines personnes demandent des copies plus tard. Pourquoi, ai-je demandé? Pour différentes raisons, a-t-elle dit. Certains pour des souvenirs, certains pour plus de clarté. Je n'ai pas entièrement compris ce qu'elle voulait dire. Pas encore. Mais quelque chose dans sa façon de le dire m'a fait me souvenir. Étage 3 jours plus tard, sans trop réfléchir à la raison, j'ai demandé ma première copie. Le mariage d'Ethan était prévu pour le 15 octobre. À ce moment-là, j'étais entre 2 cycles de chimio. C'était cette étrange et fragile fenêtre où je me sentais presque moi-même à nouveau. La nausée s'était calmée. Les vertiges s'étaient estompés. Mais l'épuisement était toujours là, silencieusement sous la surface, attendant. Je n'avais pas prévu d'y aller. Personne ne m'avait demandé de faire partie de la cérémonie. Pas une demoiselle d'honneur, pas même une lecture, pas même allumer une bougie. Mais une petite partie de moi pensait que peut-être j'irais quand même. M'asseoir au fond. Regarder de loin. Juste être là. Puis mon téléphone a sonné. Mon père. Il appelait rarement. Fiona, a-t-il commencé? Son ton était mesuré. À propos du mariage. Ta mère et moi en avons parlé. Quelque chose en moi s'est soulevé. L'espoir. Un espoir stupide, têtu, qui refusait de mourir, peu importe le nombre de fois où il avait été écrasé. Nous pensons qu'il est préférable que tu n'y assistes pas. Il a disparu instantanément. Tu comprends, a-t-il continué comme s'il expliquait quelque chose d'évident. Tu n'as pas l'air bien. Tu as perdu du poids. Tes cheveux, il a marqué une pause, s'éclaircissant la gorge. C'est le jour spécial d'Ethan. Nous ne voulons rien qui puisse le distraire. Rien. Il voulait dire moi. Distraire signifiait rappeler aux gens que sa fille se battait pour sa vie pendant qu'il célébrait des plans de table et des arrangements floraux. Je comprends, ai-je dit, et je l'ai fait. J'ai compris exactement quel genre de famille j'avais. Le mariage a eu lieu sans moi. Je l'ai vu à travers des photos en ligne. Ma mère a posté un album ce soir-là, des visages souriants, un éclairage parfait, un bonheur soigneusement orchestré. Elle a eu des centaines de likes. Sur une photo, mon père se tenait grand dans un costume sur mesure, souriant comme si rien n'allait mal dans le monde. Sur une autre, ma mère tamponnait ses yeux, élégante et émue. Ethan et Olivia étaient au centre de tout, rayonnants, entourés d'invités qui n'avaient aucune idée de mon existence. La légende disait, le plus beau jour de la vie de notre famille. J'ai fixé cette ligne pendant longtemps. Puis j'ai pris une capture d'écran et l'ai ajoutée au dossier. Après cela, j'ai fermé l'application. Je ne l'ai pas rouverte pendant 6 mois. Certaines choses n'ont besoin de vous blesser qu'une seule fois. 3 semaines après le mariage, les factures médicales ont commencé à arriver. Au début, ce n'était que quelques enveloppes, puis d'autres. Puis des piles. Mon assurance couvrait beaucoup. Mais, beaucoup, n'est pas la même chose que, tout. Entre les franchises, les tickets modérateurs et les médicaments qui n'étaient pas entièrement couverts, le total s'élevait à 47 000 $. 47 000 $. Je n'avais pas cet argent. J'ai vendu ma voiture. J'ai annulé tous les abonnements que j'avais. J'ai arrêté d'acheter tout ce qui n'était pas absolument nécessaire. J'ai compté chaque dollar. Et quand ce n'était toujours pas suffisant, j'ai fait la seule chose que je m'étais promise de ne plus jamais faire. J'ai demandé de l'aide à mon père. Papa, j'ai des problèmes. J'ai tapé. Les factures médicales sont plus que ce que je peux gérer. Pourrais-je emprunter de l'argent? Je te rembourserai. J'ai fixé le message pendant près de 20 minutes avant de l'envoyer. Mon doigt a plané sur l'écran comme si j'étais sur le point de déclencher quelque chose d'irréversible, mais j'étais à court d'options. Et le désespoir a une façon de faire taire votre fierté. Sa réponse est arrivée 2 heures plus tard. Ta mère et moi venons de finir de payer le mariage d'Ethan. Nous n'avons rien de plus pour le moment. As-tu envisagé de contracter un prêt personnel? Ton crédit devrait être suffisamment solide. Je l'ai lu une fois,
puis encore, puis une troisième fois. Attendant autre chose. Désolé, nous aimerions pouvoir t'aider, même juste nous t'aimons. Rien n'est venu. 47 000 $. C'était le coût pour rester en vie, et ma famille, qui venait de dépenser 80 000 $ pour un mariage, ne pouvait pas épargner un seul dollar pour m'aider à survivre. J'ai pris une capture d'écran, l'ai ajoutée au dossier, puis j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai demandé un prêt personnel. 14% d'intérêt. Il faudrait des années pour le rembourser. Mais au moins, je serais en vie assez longtemps pour essayer. Du moins, je l'espérais. La pire nuit est arrivée après ma 4e série de chimiothérapie. Mon médecin m'avait prévenu que ce serait plus difficile, que les effets s'accumuleraient à chaque cycle, mais rien ne vous prépare à ce que cela ressent réellement. Il était 2 heures du matin. J'étais sur le sol de la salle de bain, tremblant si violemment que mes dents n'arrêtaient pas de claquer. Mon corps avait l'impression d'essayer de se rejeter lui-même. Comme si chaque cellule en moi combattait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Ce fut la nuit où j'ai perdu mes cheveux. Pas lentement, pas doucement. Tout d'un coup, je me suis réveillé et je l'ai vu sur mon oreiller. Des mèches blondes partout. Les mêmes cheveux que ma mère tressait quand j'étais petite. Les mêmes cheveux que je n'avais jamais imaginé perdre. Je les ai fixés pendant une seconde. Puis je me suis traîné jusqu'aux toilettes et j'ai vomi encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et puis, d'une manière ou d'une autre, mon corps a continué. À 2h47 du matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Il a sonné 8 fois. Messagerie vocale. J'ai rappelé. Messagerie vocale encore. Messagerie vocale. À 3h15 du matin, j'ai arrêté d'essayer. Au lieu de cela, j'ai envoyé un message à Leia. Je crois que j'ai besoin d'aide. Elle est arrivée 40 minutes plus tard, toujours en tenue de travail après un quart de nuit tardif. Elle n'a pas posé de questions, n'a rien dit d'inutile. Elle s'est juste assise sur le sol de la salle de bain à côté de moi, me ramenant doucement les cheveux de mon visage, tenant le peu qui restait, et elle est restée jusqu'au lever du soleil. À 10h23 ce matin-là, ma mère a finalement rappelé. Ma chérie, tu as appelé la nuit dernière, a-t-elle dit nonchalamment. J'avais mon téléphone en silencieux. Olivia et moi étions au spa après le stress du mariage. Tu sais comment c'est. Je n'ai rien dit. De quoi avais-tu besoin, a-t-elle demandé après une pause. J'ai regardé Leia, qui était dans ma cuisine, préparant tranquillement du thé comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. Puis j'ai vu mon reflet dans le miroir. Les joues creuses, la peau pâle, les plaques inégales où mes cheveux étaient tombés. Rien, maman, ai-je dit doucement. Ce n'était rien. Oh, bien, a-t-elle répondu. Appelle quand tu veux. Je t'aime. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Puis j'ai ouvert le journal des appels, pris une capture d'écran, et l'ai ajouté au dossier. Ce fut le moment où j'ai finalement compris ce que signifiait la famille. Pas la version à laquelle j'avais grandi en croyant. La vraie version, celle qui se présente ou non. Si vous pensez que mes parents, pour quelque raison que ce soit, étaient justifiés d'être froids et indifférents envers leur propre fille alors qu'elle était gravement malade, alors laissez le mot « oui » dans les commentaires. Mais si vous ne pouvez pas accepter ce comportement, alors écrivez « cruel ». Alors je sais. 2 ans plus tard, j'étais guéri du cancer. Le jour où le docteur Collins m'a dit qu'il n'y avait aucune preuve de maladie, je n'ai pas réagi tout de suite. J'ai juste hoché la tête, suis sorti du bureau, suis monté dans ma voiture, et je suis resté assise là. Puis j'ai pleuré pendant 1 heure. Pas de tristesse, pas même de bonheur. Juste un soulagement. 2 ans à tout retenir. Et finalement, je pouvais respirer à nouveau. Beaucoup de choses avaient changé pendant cette période. J'avais été promue directrice artistique. Il s'avère que lorsque vous faites face à votre propre mortalité, tout le reste devient très clair. Les délais, la pression, les attentes, tout cela se réduit à quelque chose de gérable. Mon patron, Adrien Cole, avait gardé mon poste ouvert tout ce temps. Il m'a laissé travailler à distance quand je le pouvais. Il ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau. Quand je l'ai remercié, il a juste haussé les épaules. Tu es talentueuse, a-t-il dit,
le talent vaut la peine d'attendre. J'ai aussi déménagé de mon ancien appartement, je l'ai vendu et j'ai acheté un petit condo en centre-ville. Rien d'extravagant, mais il avait une grande fenêtre qui donnait sur la ville et suffisamment de soleil pour ma plante Monstra, qui a d'une manière ou d'une autre survécu à tout ce que j'ai traversé. Je me suis acheté une écharpe en cachemire bleu marine pour célébrer 1 an de rémission. C'était la chose la plus chère que j'ai jamais achetée qui n'était pas liée à des factures médicales. Et cela ressemblait à une victoire tranquille. Léa et moi étions toujours proches, plus proches que jamais. Nous dînions toujours tous les jeudis, comme avant. Mais en chemin, elle a cessé d'être juste une amie. Elle est devenue autre chose, quelque chose de plus profond. Le genre de famille que j'avais passé toute ma vie à souhaiter. Je n'avais pas vu ma famille depuis 2 ans. Nous échangions le strict minimum, un rapide « bonne année », un emoji d'anniversaire, rien de réel, rien qui ne signifie quoi que ce soit. À un certain moment, j'ai cessé d'en attendre plus. Je me suis dit que j'avais fait la paix avec cela. Peut-être pas la paix, peut-être juste une trêve tranquille et fragile, parce que j'avais une vie maintenant, une bonne vie, une vie que j'avais construite entièrement seule. Et puis mon père a appelé. C'était un jeudi soir. J'étais dans ma cuisine, préparant le dîner. Saumon avec des légumes rôtis, quelque chose que j'avais appris à faire pendant le traitement, à l'époque où la nourriture était l'une des rares choses que je pouvais encore contrôler. La poêle grésillait doucement, puis mon téléphone s'est illuminé. Papa. J'ai figé. J'ai regardé l'écran alors qu'il continuait de sonner pendant 1 seconde. J'ai pensé le laisser aller à la messagerie vocale. C'était devenu mon réflexe par défaut avec tout ce qui les concernait. L'ignorer. Passer à autre chose. Mais quelque chose m'a arrêté. La curiosité, peut-être. Ou quelque chose de plus profond. Quelque chose que je ne voulais pas admettre était toujours là. J'ai décroché. Bonjour, Fiona. Sa voix était différente, plus fine, incertaine. Mon père n'avait jamais eu l'air incertain auparavant. J'ai besoin de te voir. C'était tout. Pas de « comment vas-tu » Pas de « ça fait longtemps ». Aucune excuse. Juste « j'ai besoin, que se passe-t-il » ai-je demandé. Il y a eu une pause. J'ai pu entendre du mouvement en arrière-plan. La voix lointaine de ma mère. Demandant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. On m'a diagnostiqué quelque chose, a-t-il finalement dit. Une autre pause. La maladie de Parkinson. À un stade précoce, disent-ils, mais il n'a pas fini. Je suis resté là, le téléphone pressé contre mon oreille, sans bouger. Le saumon a commencé à brûler dans la poêle. Je ne l'ai pas remarqué. J'ai besoin de ma famille autour de moi en ce moment. Il a continué, nous dînons ce dimanche à la maison. Ta mère, Ethan, Olivia, je veux que tu sois là. Une autre pause. Nous devons discuter de l'avenir. L'avenir ? Comme si je n'avais pas déjà passé 2 ans à en construire un sans lui. D'accord. Je me suis entendu dire, je serai là. Après avoir raccroché, le silence dans mon appartement a semblé plus fort que tout ce qu'il avait dit. Et puis quelque chose m'a frappé dans toute cette conversation. Il n'a jamais demandé si j'allais bien. Il n'a pas demandé de mes nouvelles. Il n'a pas demandé si j'étais encore malade. Il ne savait même pas si j'avais survécu. Je suis resté là longtemps, fixant l'écran sombre de mon téléphone. Puis j'ai éteint la cuisinière. Les 2 jours suivants ont été étranges. Je me suis retrouvé à osciller entre la crainte et autre chose. Une sorte de curiosité tranquille. La maladie de Parkinson. Bien sûr, j'ai cherché. C'est ce que je fais maintenant. Je recherche. La maladie de Parkinson à un stade précoce n'est pas immédiate. Elle est lente, progressive. Elle vous prend des choses petit à petit. Le contrôle, le mouvement, l'indépendance, éventuellement tout. Elle nécessite des soins à long terme, de la patience, du temps, quelqu'un prêt à mettre toute sa vie en attente. Et soudain, tout a pris sens. Il n'avait pas appelé parce qu'il me manquait. Il n'avait pas appelé parce qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Il a appelé parce qu'il avait besoin de quelque chose. Et j'étais le choix évident. La fille sans mari. La fille sans enfant.
La fille qui avait toujours été censée donner plus qu'elle ne recevait. Cette nuit-là, j'ai appelé Leia. Tu y vas, a-t-elle demandé, sa voix prudente. J'ai besoin de savoir ce qu'ils veulent, ai-je dit. Et j'ai besoin qu'ils me le disent en face. Il y a eu une pause à l'autre bout. Je ne vais pas les laisser me manipuler, ai-je ajouté doucement. Pas cette fois. Mes doigts ont effleuré l'écharpe en cachemire bleu marine accrochée près de la porte. Un petit et doux rappel de tout ce que j'avais survécu. Mais j'ai besoin de les voir, ai-je dit. J'ai besoin d'y faire face. Leia n'a pas répondu tout de suite. Puis doucement, elle a dit, tu as toujours ce dossier, n'est-ce pas? J'ai regardé mon téléphone sur la table. Le dossier nommé « Famille ». Chaque capture d'écran, chaque dossier, chaque instant où il n'était pas là. Oui, ai-je dit doucement. Apporte-le avec toi, a-t-elle répondu. Tu as toujours ce dossier, n'est-ce pas? Les captures d'écran, les dossiers hospitaliers. Sa voix était prudente, mesurée. Apporte-le. Non pas pour l'utiliser contre eux, mais pour te rappeler la vérité au cas où ils essaieraient de la réécrire. Après que l'appel ait pris fin, je me suis assise sur mon lit pendant longtemps. Puis j'ai pris mon téléphone, ouvert le dossier et commencé à faire défiler. 2 ans de preuves, de messages sans réponse. Des journaux d'appel qui se terminaient trop tôt. Des dossiers médicaux avec mon nom en haut et une colonne vide là où les visiteurs auraient dû être. Ligne après ligne, date après date. Aucun. Si quelqu'un m'avait demandé de décrire ma famille, j'aurais pu leur montrer ce dossier, car tout y était. Pas en mots, en preuves. Le dimanche est arrivé plus vite que prévu. Je me suis habillé lentement, avec soin. Non pas pour les impressionner, mais pour me protéger. Un pantalon noir, un chemisier en soie crème, l'écharpe en cachemire bleu marine posée doucement sur mes épaules. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air saine, réussi, posé, comme quelqu'un qui avait bâti une vie sans avoir besoin de personne. Avant de partir, mon téléphone a vibré. Leia, souviens-toi? Tu ne leur dois rien. Rien du tout. J'ai lu le message 2 fois. Puis j'ai verrouillé mon téléphone et je suis sorti. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a pris environ 40 minutes. Rien n'avait changé. Le même quartier calme, les mêmes et parfaitement taillés, la même maison, extérieur blanc, volets noirs, 3 étages, 5 chambres, une pelouse. Et si parfaitement entretenue qu'elle ne semblait même pas réelle. La maison où j'ai grandi. La maison à laquelle je n'ai jamais vraiment appartenu. Je suis resté dans la voiture quelques minutes avant de sortir. Par la fenêtre de la salle à manger, je pouvais voir du mouvement à l'intérieur. Ma mère probablement en train de dresser la table. La même porcelaine fine, les mêmes couverts polis. Tout arrangé parfaitement. Une image d'une famille parfaite de l'extérieur. Mon téléphone a vibré à nouveau. Tu vas y arriver, a écrit Leia. Tu as survécu au cancer. Tu peux survivre au dîner. J'ai expiré lentement. Elle avait raison. J'avais affronté bien pire que cela. J'ai pris mon sac à main. À l'intérieur, mon téléphone. Dans mon téléphone, ce dossier, tout. Puis je suis sorti de la voiture et j'ai marché sur le chemin de briques. Chaque pas me semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. J'ai atteint la porte, pressé la sonnette. Les mêmes 3 notes que j'avais entendues toute ma vie ont résonné dans la maison. La porte s'est ouverte. Ma mère se tenait là. Son expression était complexe. Quelque chose entre le soulagement et la culpabilité. Fiona, a-t-elle dit, me tirant dans une étreinte avant que je ne puisse réagir. Elle sentait la même chose. Le même parfum qu'elle avait porté pendant des années à chaque moment important. Juste pas ce qui comptait pour moi. Tu as l'air merveilleuse, a-t-elle dit, reculant pour me regarder. Entre. Je suis entré. La maison n'avait pas changé. Pas en 2 ans, pas en 20. La salle à manger était exactement la même. La grande table en acajou, le lustre en cristal suspendu au-dessus, les murs tapissés de photos de famille, soigneusement arrangés, parfaitement sélectionnés. Je me suis approché sans réfléchir. Et c'est là que je l'ai remarqué. La chronologie, les diplômes, les fiançailles,
le mariage, tous les jalons d'Ethan. Et puis rien pour moi. Elle s'arrêtait à 18 ans. Une seule photo, moi en robe, souriant maladroitement à l'appareil photo, figé dans le temps, comme si j'avais cessé d'exister après cela. Fiona. Je me suis retourné. Ethan s'est levé de sa chaise, marchant déjà vers moi avec un grand sourire, les bras ouverts comme si tout était normal, comme si rien ne s'était passé. Derrière lui, Olivia est restée assise, une main posée doucement sur son ventre, enceinte de 5 mois. J'avais appris par des proches. Le prochain chapitre de la famille était déjà en route. Ethan, ai-je dit, le laissant m'embrasser brièvement. Cela semblait distant. Il semblait différent aussi. Plus doux, à l'aise d'une manière qui vient de n'avoir jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Tu as l'air super, a-t-il dit, reculant. Vraiment super. Ses yeux ont jeté un coup d'œil à mes cheveux, plus courts maintenant. Encore en repousse. Il n'a pas commenté. Au moins, il avait cette conscience. Et puis je l'ai vu, mon père. Il était assis en bout de table, exactement là où il s'était toujours assis. Mais quelque chose était différent. Il avait l'air plus petit, plus vieux, et sa main gauche. Elle tremblait légèrement sur la nappe. Un petit mouvement, qu'il essayait clairement de cacher, mais ne pouvait pas. Quand ses yeux ont rencontré les miens, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. Assieds-toi, Fiona, a-t-il dit, sa voix toujours ferme mais plus inébranlable. Nous avons beaucoup à discuter. Je me suis assise en face d'Ethan, ma posture droite, mon sac à main posé à côté de moi. À l'intérieur, mon téléphone. Dans mon téléphone, tout. La preuve. La vérité. Le dîner a été servi. Le même repas que ma mère faisait toujours pour les occasions spéciales. Rien n'avait changé. Nous avons mangé en silence, le bruit des couverts contre les assiettes remplissant le vide entre nous. Quand les assiettes ont été débarrassées, mon père s'est levé, agrippant légèrement la table pour garder l'équilibre. Je vais droit au but, a-t-il dit. Vous connaissez tous mon diagnostic, Parkinson. Cela va empirer. J'aurai besoin de soins à long terme. Il a fait une pause. Nous en avons discuté en famille. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine sans moi. Et nous pensons que la meilleure solution est que quelqu'un retourne vivre à la maison pour prendre soin de moi. Ses yeux se sont posés sur les miens. Fiona, tu es le choix évident. Évident. Pas la meilleure. Pas la plus volontaire. Juste évident. Tu travailles de la maison. Tu n'as pas de famille à toi. Il a continué, ta chambre est déjà préparée. Il est temps que tu reviennes et que tu contribues. Contribuer comme si je n'avais rien fait. Comme si les 2 dernières années n'existaient pas. Ethan a hoché la tête, évitant mes yeux. Ça a du sens. J'attends un bébé. Le travail est accablant. Bien sûr, tout le monde avait une raison. J'ai regardé mon père, sa main tremblante, l'attente dans ses yeux, et j'ai souri. Réfléchissez à ce que vous demandez, ai-je dit doucement. Nous ne demandons pas, a-t-il répondu. Nous te disons. Tu es la fille. C'est ce que les filles font. L'ancienne pression a rampé. L'instinct de se conformer, mais cette version de moi avait disparu. Elle était morte il y a 2 ans, seule. Avant de répondre, ai-je dit calmement. Je veux vous demander quelque chose. Il a froncé les sourcils. Quand avez-vous demandé pour la dernière fois comment j'allais? Silence. Quand avez-vous demandé pour la dernière fois si j'étais même en vie? Personne n'a parlé. Vous dites que j'ai une responsabilité envers cette famille, ai-je continué. Mais quand je me battais pour ma vie, où était cette famille? Fiona. Ce n'est pas, ma mère a commencé. Non, je veux une réponse. J'ai maintenu le regard de mon père. Savez-vous si je suis en rémission? Savez-vous quoi que ce soit sur ma santé? Rien. Vous êtes assis là à agir comme si tout allait bien, ai-je dit. Est-ce que je me trompe? Son expression a changé. Confusion puis malaise. Tu as eu un cancer, a-t-il dit lentement. J'ai eu un cancer de stade 3, ai-je corrigé. Les mots sont restés lourds dans l'air.
6 mois de chimiothérapie. J'ai perdu mes cheveux. J'ai perdu du poids. J'ai payé 47 000 $ parce que vous avez refusé d'aider. Il est resté silencieux. Pour la première fois de ma vie, complètement sans voix. Je suis guéri du cancer maintenant. J'ai continué. 2 ans en rémission. J'ai fait une pause. Mais vous ne le saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé. J'ai sorti mon téléphone. Vous n'avez jamais demandé parce que vous ne vous en êtes pas soucié. Ma mère a commencé à pleurer. Ce n'est pas juste, a-t-elle chuchoté. Nous avions le mariage. Le mariage, ai-je répété. Assez important pour 80 000 $. Mais mon traitement n'était pas assez important pour une seule visite. Ethan a bougé. Nous ne savions pas que c'était si grave. J'ai appelé papa le jour où j'ai été diagnostiqué. J'ai dit. Je lui ai tout raconté. Puis j'ai regardé mon père et j'ai dit, et vous avez dit, nous ne pouvons pas gérer cela en ce moment. Votre frère planifie son mariage. Non, il a secoué la tête faiblement. Oui, vous l'avez fait. J'ai posé mon téléphone sur la table. Voulez-vous voir les messages, les journaux d'appel, les dossiers hospitaliers? J'ai ouvert le fichier. Des lignes de date. Une colonne répétée encore et encore. Aucun. 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 36 traitements, ai-je dit. 0 visiteur. Le silence a rempli la pièce. Ma mère a fixé l'écran, tremblante. Je ne comprends pas. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Je l'ai fait, ai-je dit. Je lui ai montré les messages, les appels, la preuve. Le visage d'Ethan est devenu pâle. Ce n'est pas possible, a-t-il murmuré. Ça l'est, ai-je dit. Ce n'est pas mon opinion. C'est ce qui s'est passé. Je les ai tous regardés. C'est ce que vous avez fait. J'ai pris une inspiration. Je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai juste besoin que vous vous en souveniez. Avant de me demander ce que j'allais faire ensuite, je me suis levé parce que lorsque vous avez été abandonné par les personnes qui étaient censées vous protéger, vous apprenez à vous protéger. Vous apprenez à garder des preuves parce que les sentiments peuvent être niés, mais les preuves non. Et à ce moment-là, le silence dans cette pièce a tout dit. J'ai eu un cancer de stade 3. J'ai laissé les mots s'installer. J'ai suivi 6 mois de chimiothérapie. J'ai perdu mes cheveux. J'ai perdu du poids. J'ai payé 47 000 $ parce que vous m'avez dit que vous ne pouviez pas m'aider. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois de ma vie, il n'avait rien à dire. Et voici ce que vous devez comprendre, ai-je continué, ma voix stable. Je suis guéri du cancer maintenant. 2 ans en rémission. J'ai fait une pause, mais vous ne le saviez pas. N'est-ce pas? Silence. Vous ne le saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé. J'ai sorti mon téléphone. Vous n'avez jamais demandé parce que vous ne vous en êtes pas soucié. Le visage de mon père est devenu pâle. Ma mère a commencé à pleurer. Ce n'est pas juste, a-t-elle chuchoté. Nous gérions le mariage, et le mariage, ai-je dit calmement. Assez important pour dépenser 80 000 $ dessus. Je vous ai entendu en parler avec vantardise. J'ai maintenu son regard, mais mon cancer n'était pas assez important pour une seule visite. Pas une seule fois. Ethan s'est agité sur sa chaise. Fiona, nous ne savions pas que c'était si grave. Je l'ai regardé. J'ai appelé papa le jour où j'ai été diagnostiqué. Je lui ai tout raconté. Puis je me suis tourné vers mon père. Et vous avez dit, nous ne pouvons pas gérer cela en ce moment. Votre frère planifie son mariage. Non, je ne l'ai pas fait. Oui, ai-je dit doucement. Vous l'avez fait. J'ai déverrouillé mon téléphone et l'ai posé sur la table. L'écran s'est allumé, clair. Indéniable. Voulez-vous voir les messages où vous avez refusé de m'aider financièrement, ai-je demandé. J'ai fait défiler. Ou les appels auxquels maman n'a pas répondu à 2 heures du matin quand j'étais trop malade pour me tenir debout. Un autre balayage. Ou les dossiers de l'hôpital. J'ai ouvert le document. Des rangées de dates remplissaient l'écran. Une colonne répétant le même mot. Aucun. Aucun. Aucun.
36 traitements, ai-je dit. 0 visiteur. Le silence a rempli la pièce. Olivia a regardé le téléphone, puis Ethan, puis mes parents. Quelque chose dans son expression a changé. Ma mère a tendu la main vers le téléphone, puis s'est arrêtée. Je n'ai pas, a-t-elle chuchoté. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai poussé le téléphone vers eux. Vous pouvez regarder. Je ne cache rien. Ma mère l'a pris, ses mains tremblantes. Elle a fait défiler page après page, le même mot. Aucun. Je ne comprends pas. A-t-elle dit, pourquoi ne nous as-tu pas dit? Je l'ai fait, ai-je dit. Je lui ai montré les messages. Mon emploi du temps de chimio. Un autre balayage. Vous demandant des fleurs. Un autre papa me disant de prendre un prêt. Un autre 23 appels manqués en 6 mois. Ethan a pris le téléphone, son visage se vidant lentement de sa couleur. Ce n'est pas possible. Il a murmuré. Ça l'est, ai-je dit. Chaque capture d'écran est horodatée. Chaque dossier est officiel. Je me suis légèrement penché en arrière. Ce n'est pas ma version. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que vous avez tous fait. J'ai regardé mon père. Il n'avait pas bougé. Sa main pressée à plat contre la table comme s'il avait besoin de quelque chose pour le soutenir. Je n'ai pas besoin d'excuses, ai-je dit doucement. J'ai juste besoin que vous vous en souveniez. J'ai laissé le silence s'étirer. Souvenez-vous-en. Quand vous me demanderez ce que je vais faire ensuite. J'ai pris une lente inspiration parce que lorsque les gens qui sont censés vous protéger vous trahissent, vous apprenez à vous protéger. Vous apprenez à garder des preuves. J'ai jeté un coup d'œil au téléphone parce que les sentiments peuvent être niés, mais les preuves non. Personne n'a parlé. Ma mère pleurait ouvertement maintenant. Pas en silence, pas de façon contrôlée. Quelque chose de réel s'était finalement brisé. Le mascara de ma mère avait commencé à couler, laissant des traînées sombres sur ses joues. Je ne savais pas, n'arrêtait-elle pas de répéter. Fiona, je ne savais pas. Tu savais, ai-je dit doucement. Maman. Tu as juste choisi de ne pas voir. Ethan tenait toujours mon téléphone, faisant défiler les captures d'écran comme s'il cherchait quelque chose. Tout ce qui prouverait que ce n'était pas réel. Il ne le trouverait pas. Mon père a finalement parlé. Ce c'est du passé, a-t-il dit, sa voix rauque, inégale. Ce qui est fait est fait. Ce qui compte maintenant, c'est le présent. Je suis malade. Fiona, j'ai besoin d'aide. Nous devons aller de l'avant. J'ai presque ri. Presque. De l'avant, ai-je répété doucement. Vous voulez aller de l'avant? Oui, a-t-il dit rapidement comme s'il s'accrochait à ce mot. Quoi qu'il soit arrivé avant. Il a agité sa main tremblante, le rejetant. Nous devons nous concentrer sur ce qui se passe maintenant. J'ai besoin d'un soignant. Tu es ma fille. Olivia a éclairci sa gorge. C'était le premier son qu'elle avait émis depuis que j'étais entré. Daniel, a-t-elle dit calmement mais fermement. Étiez-vous au courant de tout cela? Elle a désigné le téléphone toujours dans la main d'Ethan. Les visites à l'hôpital, l'argent qu'elle a demandé. Mon père n'a pas répondu. Il savait, a dit Ethan doucement. Sa voix avait changé. Il fixait l'écran, figé sur l'un des messages. Celui où mon père m'avait dit de prendre un prêt. Papa, tu savais, a-t-il répété cette fois plus fort. C'était compliqué, a claqué mon père. Le mariage, le timing. Il y avait des considérations. Des considérations? Je me suis levé lentement, lissant le tissu de mon chemisier. Il y avait des considérations, ai-je répété. J'ai tendu la main, pris mon téléphone de la main d'Ethan et l'ai glissé de nouveau dans mon sac à main. Ma mère a tendu la main vers moi. S'il te plaît, Fiona, ne fais pas ça. Nous sommes une famille. Il était là. Ce mot, famille. Je l'ai laissé planer un instant. Famille, ai-je répété. Puis je l'ai regardé. Laissez-moi vous dire ce que signifie réellement la famille. Ma voix était calme. Je n'avais pas besoin de l'élever. La famille, c'est se montrer présent. La famille,
c'est répondre au téléphone à 2 heures du matin quand quelqu'un que vous aimez a peur et souffre. La famille, c'est aider avec les factures médicales au lieu de dépenser 80 000 $ pour une fête. La famille, c'est rendre visite à votre fille à l'hôpital. J'ai fait une pause. Une fois? Juste une fois aurait suffi. Le visage de ma mère s'est complètement effondré. Ethan a baissé les yeux vers la table. Je les ai tous regardés. J'ai passé 6 mois à me battre pour ma vie. J'ai continué. 6 mois de chimio. 6 mois à être malade. Épuisé. Terrifié. Ma voix est restée stable. Et où étiez-vous? J'ai répondu à ma propre question. À planifier des plans de table, à goûter des gâteaux, à choisir des fleurs. Fiona. Mon père a essayé. Non. Le mot est sorti plus durement que je ne l'avais voulu. Vous n'avez pas le droit de m'appeler comme ça, comme si tout était normal. J'ai pris mon sac à main, ajusté mon écharpe, m'accrochant à la seule chose qu'il ne m'avait jamais donnée. Ma dignité. Vous avez un fils, ai-je dit, le regardant directement. Un fils sur lequel vous avez dépensé 80 000 $. Un fils à qui vous n'avez jamais demandé de sacrifier quoi que ce soit. Je me suis légèrement tourné vers Ethan. Pourquoi ne lui demandez-vous pas de prendre soin de vous? La tête d'Ethan s'est redressée. Je ne peux pas, a-t-il dit rapidement. J'ai des responsabilités. Moi aussi, ai-je dit. J'ai rencontré son regard. J'avais un travail. J'avais une vie. J'ai pris une inspiration. J'avais un cancer. Et j'ai tout géré seul parce que vous étiez tous trop occupés. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers la porte. Mes talons résonnaient sur le parquet à chaque pas. Derrière moi, je l'ai entendu. La voix brisée de mon père. Fiona, s'il te plaît. Je me suis arrêté lentement, me suis retourné. Il pleurait. Pas seulement ému, pas des pleurs contrôlés. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Pas une seule fois de toute ma vie. Ni quand sa propre mère est morte. Ni quand quoi que ce soit allait mal. Mais maintenant, des larmes coulaient sur son visage, sa main tremblait alors qu'il essayait de les essuyer. Je suis désolé, a-t-il dit, sa voix se brisant. Je sais que j'ai mal géré, mais j'ai peur, Fiona. J'ai peur de ce qui arrive. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, tu es ma fille, pendant un instant. Juste un instant. Je l'ai senti. Ce vieux sentiment, la petite fille en moi, celle qui avait passé toute sa vie à essayer d'être assez, à essayer de gagner son approbation, à essayer d'être vue. Mais cette fille n'existait plus. Elle avait été laissée sur un sol de salle de bain il y a 2 ans, seule. Je me suis approché, juste assez pour qu'il puisse voir clairement mon visage. Papa, ai-je dit calmement. Je vous entends et je comprends que vous ayez peur. J'ai fait une pause, mais il y a quelque chose que vous devez entendre. J'ai maintenu son regard. Il y a 2 ans, je vous ai appelé. Je vous ai dit que j'avais un cancer. Je vous ai dit que j'étais terrifié. J'ai laissé le silence s'installer. Et vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit? Il n'a pas répondu. Il n'avait pas besoin de le faire. Vous avez dit, nous ne pouvons pas gérer cela en ce moment. Les mots ont plané dans l'air. Lourde, inévitable. J'ai fait un petit sourire tranquille. Pas en colère, pas amer, juste lucide. Alors, voici ma réponse. Papa, je ne peux pas gérer cela en ce moment. 4 mots. Les mêmes 4 mots qu'il m'avait donnés. Ma mère a halté. Ethan m'a regardé, stupéfait. Mon père n'a pas bougé. Il m'a juste regardé alors que le sens de ce que j'avais dit finissait par s'imprégner. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Ne courant pas, ne me précipitant pas, juste partant. Je suis passé devant les photos de famille qui ne m'incluaient jamais, devant le lustre, la table polie, l'illusion de perfection soigneusement arrangée, devant ma mère, qui a tendu la main vers moi puis l'a lentement baissée quand je ne me suis pas arrêté. Fiona, a appelé Ethan derrière moi. Fiona, attends. Je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert la porte d'entrée, suis sorti et j'ai continué à marcher. L'air frais du soir a frappé mon visage comme quelque chose de pur, comme un soulagement.
Ma voiture était toujours dans l'allée, exactement là où je l'avais laissée, derrière moi. J'ai entendu la porte s'ouvrir à nouveau, des pas précipités vers moi. S'il te plaît, ne fais pas ça. La voix de ma mère s'est brisée. Nous sommes ta famille. Nous t'aimons. Je me suis arrêté à la portière de la voiture pendant une seconde. Puis je me suis retourné. Maman, ai-je dit doucement. La famille ne vous laisse pas seul mourir. Son visage s'est froissé. Et l'amour n'est pas quelque chose que l'on offre seulement quand on a besoin de quelque chose en retour. Pendant un instant, j'ai ressenti quelque chose. Pas de la culpabilité, pas du regret. Quelque chose de plus doux, une tristesse tranquille pour la mère qu'elle aurait pu être. Pour la relation que nous aurions pu avoir si les choses avaient été différentes. Au revoir maman. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré le moteur, ajusté les rétroviseurs. Dans le rétroviseur, je les ai vus. Ma mère debout sur le chemin, pleurant. Mon père dans l'embrasure de la porte, appuyé sur Ethan. Olivia juste derrière eux, sa main posée sur son ventre, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. J'ai quitté l'allée, je me suis engagé dans la rue, et je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. L'écharpe autour de mon cou était douce sur ma peau. La route devant moi était ouverte, claire, et pour la première fois en 30 ans, je pouvais respirer. J'étais enfin libre. Une semaine plus tard, ma mère a appelé. J'ai répondu. Non pas parce que je lui devais quoi que ce soit, mais parce que j'étais curieuse et peut-être parce que certaines habitudes ne disparaissent pas du jour au lendemain. Fiona, a-t-elle dit. Sa voix semblait différente, fatiguée, plus vieille. Je voulais te dire ce qui s'était passé. D'accord, ai-je dit. Il y a eu une pause. Ethan a dû prendre un congé de son travail, a-t-elle continué. Une autre pause. L'état de votre père progresse plus vite que prévu. Il a besoin d'aide maintenant, tous les jours. Repas, médicaments, s'habiller. J'ai écouté tranquillement. Ethan s'en occupe, a-t-elle ajouté, il n'avait pas vraiment le choix. Avec Olivia enceinte, ils ne peuvent pas se permettre un soignant à temps plein, et votre père refuse d'envisager une maison de retraite. Elle a expiré lentement. Il a déjà manqué un projet important. Son manager n'est pas content. On parle qu'il pourrait perdre la promotion qu'il attendait. J'ai pensé à Ethan, l'enfant prodige, celui à qui on n'avait jamais rien demandé de sacrifier. Celui à qui tout avait été donné. Maintenant, tout d'un coup, on lui demandait de sacrifier. Je suis désolé d'apprendre cela, ai-je dit, et je le pensais. Pas pour lui, mais pour la situation, pour la réalité qui les avait finalement rattrapés. Olivia a du mal. Ma mère a continué. Elle ne s'y attendait pas. Ils se disputent beaucoup. Elle a hésité. Elle a dit quelque chose l'autre jour. Qu'a-t-elle dit, ai-je demandé. Une longue pause. Elle a dit qu'elle commençait à comprendre pourquoi tu étais parti. J'ai laissé cela s'installer. Olivia, l'observatrice silencieuse. Elle avait tout observé depuis le début, et maintenant elle commençait à voir. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. Une autre pause. Vas-tu revenir, ma mère a demandé doucement. Non, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé, mais j'espère qu'Ethan s'en sortira. J'ai mis fin à l'appel. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un message de ma mère. Un seul, mais il était différent de tout ce qu'elle m'avait jamais envoyé auparavant. Fiona, j'ai beaucoup réfléchi. Je te dois des excuses. Des vraies, pas une excuse. J'aurais dû te protéger quand tu étais malade. J'aurais dû tenir tête à ton père. J'aurais dû être là. Je ne l'ai pas été. Et je dois vivre avec ça. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne demande rien. J'avais juste besoin que tu saches. Je le vois maintenant. Je vois ce que nous avons fait. Et je suis désolé. Je l'ai lu une fois, puis encore, puis une 3e fois. C'était nouveau. Ma mère n'avait jamais assumé la responsabilité de quoi que ce soit dans son monde. Les choses arrivaient, c'est tout. Mais cela c'était différent. J'aurais dû. Je ne l'ai pas été. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté avec ça pendant 2 jours,
y repensant. Le 3e jour, j'ai finalement répondu. J'apprécie que vous le disiez. Je ne suis pas encore prête à parler, mais je vous entends. Sa réponse est venue presque instantanément. C'est bon. Quand tu seras prête, ou jamais. Ce dont tu as besoin. J'ai fixé ces 4 derniers mots. Ce dont tu as besoin. 4 mots. Si simples. Si différents de ceux que l'on m'avait donnés 2 ans auparavant. Ce jeudi-là, j'ai montré les messages à Leia pendant le dîner. Elle les a lus lentement, puis a levé les yeux. Comment te sens-tu? Je ne sais pas, ai-je admis. Peut-être un peu pleine d'espoir, mais prudente. C'est bien, a-t-elle dit en me serrant la main. Tu ne lui dois pas le pardon, mais tu peux accepter les excuses. Je sais, ai-je dit. J'apprends. 2 semaines plus tard, une lettre est arrivée. Écrite à la main, irrégulière, l'écriture de quelqu'un dont les mains n'obéissaient plus. Mon nom était soigneusement écrit sur l'enveloppe. Fiona Bennett. Je l'ai portée sur moi pendant 3 jours avant de l'ouvrir. Leia a finalement dit, Lila. Attendre est pire. Elle avait raison. Cette nuit-là, je me suis assise seule avec un verre de vin et je l'ai ouverte. Mon père a écrit qu'il n'était pas doué pour s'excuser, qu'il avait fait un choix, le bonheur de mon frère au détriment de ma survie, et qu'il porterait cela pour le reste de sa vie. Il a dit qu'il ne demandait pas de pardon, ne me demandait pas de revenir, seulement qu'il le voyait enfin, voyait ce qu'il avait fait, voyait qui j'étais devenu sans lui. Il a terminé en disant qu'il m'avait perdu, non pas à cause de sa maladie, mais parce qu'il avait échoué en tant que père, et qu'il était désolé. J'ai plié la lettre et l'ai rangée. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas jetée non plus. Le lendemain, je l'ai montrée à Leia. Elle l'a lu tranquillement, puis a demandé, « Comment te sens-tu » J'ai réfléchi un instant. Triste, ai-je dit. Pour lui. Pour ce que nous aurions pu avoir. J'ai fait une pause, mais pas coupable. J'avais l'habitude de me sentir coupable tout le temps de ne pas être assez, de ne pas essayer assez fort, de ne pas être la fille qu'il voulait. Mais plus maintenant. Certaines personnes, ai-je dit lentement, ne vous aimeront jamais comme vous en avez besoin, quoi que vous fassiez. Leia a hoché la tête. Et ce n'est pas ta faute. J'ai pris une gorgée de vin. Je ne me précipite pas pour pardonner. Peut-être un jour, peut-être pas. Mais je ne le force pas juste parce qu'il est malade. J'ai regardé la lettre sur la table. C'est ta limite, et tu as le droit de la voir, a-t-elle dit. Si vous étiez à ma place, pardonneriez-vous et continuerions-vous à aimer votre famille? Écrivez, aimez, si vous le feriez. Mais si vous choisiriez autrement, écrivez, non. Alors je sais. 6 mois plus tard. J'étais toujours guéri du cancer. Lors de ma dernière visite de contrôle, le docteur Collins a utilisé le mot « florissante ». Je n'étais pas sûr d'y croire au début, mais peut-être avait-elle raison. J'avais été promue à nouveau. Directrice de la création maintenant, un bureau d'angle avec vue sur la ville. Ma plante était toujours vivante, d'une manière ou d'une autre plus forte que jamais. J'avais embauché 2 jeunes designers. J'aimais les encadrer, les guider à travers des choses que j'avais autrefois affrontées seul. Et je voyais quelqu'un. Il s'appelait Daniel. Un professeur de lycée, gentil, patient, le genre de personne qui se présentait sans qu'on le lui demande. Ryan savait tout du cancer, de ma famille, de chaque version de moi qui avait été brisée et reconstruite. Il n'a jamais essayé de me réparer, n'a jamais essayé de me dire ce que je devais ressentir ou ce que je devais faire. Il s'est simplement montré présent de manière constante, tranquillement, comme les gens qui se soucient vraiment de vous sont censés le faire. Leia et moi dînions toujours tous les jeudis. Cela n'avait pas changé. Mais tout le reste avait changé. Elle avait aussi commencé à fréquenter quelqu'un. Une chirurgienne de son hôpital nommée Elena, confiante, vive, et d'une manière ou d'une autre, riant toujours des blagues terribles de Leia. Nous 3 nous asseyions parfois autour de la table, parlant, riant, partageant des bribes de nos vies et sans nous en rendre compte. Nous construisions quelque chose. Pas parfait, pas traditionnel, mais réel. Une famille, le genre que l'on choisit. Ma mère m'envoyait toujours des SMS toutes les quelques semaines, de courts messages, principalement, je pense à toi, j'espère que tu vas bien. Parfois je répondais,
parfois non. Nous n'étions pas proches. Peut-être ne le serions-nous jamais, mais nous étions quelque chose. Une sorte de progrès lent et incertain. L'état de mon père continuait de s'aggraver. Il a finalement accepté une aide à domicile à temps partiel, payée avec l'argent qu'il avait passé des années à économiser et à protéger. Ethan lui rendait visite 2 fois par semaine par obligation, je suppose. Mais peut-être que pour certaines familles, l'obligation est la chose la plus proche de l'amour qu'elles connaissent. Je ne les avais pas vus depuis ce dîner, et je n'étais pas sûr de les revoir un jour. Et pour la première fois, j'étais en paix avec cela. Si vous écoutez ceci, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous parler directement. Peut-être êtes-vous là où j'étais il y a 2 ans, assis dans une chambre d'hôpital ou dans votre voiture ou quelque part au calme où personne ne peut vous voir vous effondrer. Peut-être que les personnes qui étaient censées vous aimer ont très clairement fait savoir que vous n'êtes pas leur priorité. Et peut-être vous êtes-vous posé la même question que je me suis posée pendant des années. Est-ce ma faute? Si j'étais meilleur, plus facile, moins compliqué? Se serait-il montré pour moi? J'ai cru cela pendant 28 ans et puis j'ai eu un cancer et j'ai appris la vérité. Certaines personnes ne se montreront jamais présentes. Quoi que vous fassiez, vous pourriez vous battre pour votre vie et elles trouveraient toujours quelque chose de plus important. Ce n'est pas un reflet de votre valeur. C'est un reflet de la leur. Alors écoutez ceci. Vous avez le droit de fixer des limites. Vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de dire non aux gens qui ne se souviennent de vous que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Vous avez le droit de construire une famille avec les gens qui vous aiment réellement, même s'ils ne partagent pas votre sang. Le pardon n'est pas quelque chose que vous devez. C'est quelque chose que vous choisissez à votre rythme, ou pas du tout. Personne ne décide comment vous guérissez. Ces 4 mots que j'ai dit à mon père, je ne peux pas gérer cela en ce moment. Ce n'était pas une vengeance. C'était un miroir. Je lui ai rendu les mots exacts qu'il m'avait donnés et je l'ai laissé ressentir ce qu'ils signifiaient. Parfois, c'est la seule vérité que les gens comprennent. Et parfois, la vérité est ce qui vous libère. En ce moment, je suis assise dans un petit café. Mon préféré. Grande fenêtre. Bon café. Le genre d'endroit où l'on peut simplement exister sans que personne ne pose de questions. C'est jeudi après-midi. Léa sera bientôt là. Notre dîner habituel. Mon téléphone est dans ma poche. Et à l'intérieur, ce dossier existe toujours. Toutes les captures d'écran, tous les enregistrements, chaque instant où j'étais seul. Je ne l'ouvre plus, mais je le garde, juste au cas où. Dehors, la ville continue sa course. Des gens marchent, des voitures passent, la vie se déroule, et pour une fois, je ne la regarde pas de l'extérieur. J'en fais partie pleinement. Honnêtement, vivante. 4 mots ont tout changé. Non pas parce qu'ils étaient dramatiques, non pas parce qu'ils étaient intelligents, mais parce qu'ils étaient vrais. S'il y a une chose que j'ai apprise de mon histoire, c'est ceci, l'amour n'est pas une question de mots. C'est une question de présence. Les gens qui se soucient vraiment de vous se montreront présents quand cela compte le plus, pas quand c'est pratique, pas quand ils ont besoin de quelque chose en retour. Et s'ils ne le font pas, ce n'est pas votre échec. Ça ne l'a jamais été. Vous avez le droit de vous protéger, de fixer des limites, et de vous éloigner de ceux qui vous blessent, même si c'est la famille. Parce que parfois, se choisir est la décision la plus courageuse et la plus aimante que vous puissiez prendre.